sommet en traversée de records en première des Alpes aux frontières célestes de l'Himalaya, Benjamin Védrine a déjà inscrit son nom sur de nombreux massifs. Né après la bataille des grandes premières sommitales, il fait partie de cette nouvelle génération d'alpinistes forcés de pousser l'imagination et la créativité pour avoir la primeur d'une réalisation à tout jamais. Bercé par les récits du passé, il est allé à son tour frapper aux portes des hauteurs pour écrire de nouvelles pages au grand livre de l'alpinisme. Connu pour son style rapide et son endurance, en février dernier, il a surpris tout le monde en réalisant l'ascension en solitaire de la voie base sur la face ouest des Drus dans le massif du Mont Blanc, 1000 mètres de grimpe et 5 jours dans la solitude des glaciers pour une traversée dans l'histoire de cette montagne qui laissait présager un beau récit. Le rendez-vous est pris. Je suis accueillie dans la maison familiale à Briançon. Ses parents sont là, le regard empli de fierté et apaisé aussi, de le savoir, à la maison. Il y a également son frère dans les parages et sa chienne, une border collie répondant au nom de Laika. Parfait, le décor idéal. Je lui avais demandé un lieu dans lequel il se sente à l'aise pour raconter son histoire. On y est. Son père, sa mère et Laika partent se promener le temps de l'enregistrement. Je leur dis que c'est l'histoire d'une bonne heure, pas plus. Tu parles. Au bout de 2 heures, on n'était toujours pas au pied des Drus. Nota bene, si vous avez un train à prendre, ne demandez jamais à un alpiniste de vous parler d'alpinisme. Vous écoutez Traversée, un podcast proposé par le magazine Wider, Benjamin Védrine, première partie. Quand j'avais 16 ans que j'ai commencé l'alpinisme, je lisais quelques romans. Je suis pas un grand fan de littérature alpine, enfin dans le sens où de base je suis juste simplement pas un grand lecteur. Voilà. Je pense que si j'étais bon lecteur, je les aurais tous lus, mais j'ai pas lu les classiques même de Frison Rocher et tout, c'est presque un peu la honte, faut pas le dire. Mais en gros, le livre de Christophe Moulin, Solo, au pluriel, il m'avait vraiment marqué. Je m'étais retrouvé pas mal, si tu veux, dans la manière dont il pratiquait la montagne et aussi dans la manière dont il se voyait lui-même, par rapport à lui-même, tu vois, juste les petits problèmes personnels qu'il avait, le fait qu'il se voyait trop grand, trop fin, enfin, tous ces petits complexes un petit peu, si tu veux, qu'on peut avoir à cet âge-là, quoi, encore plus du coup quand t'es ado. Et ça me plongeait du coup dans une forme de réalisation dont j'avais besoin à cette époque-là. Je ressentais ça. C'était vraiment un peu instinctif, tu vois. Je ressentais l'envie d'être dans ces faces nord, perdu, seul, le courage que ça a nécessité, le fait d'affronter ses propres peurs, le fait de devoir de se prouver qu'on en est capable. En fait, après la lecture de ce genre de livre, ça me paraissait un peu comme une évidence, tu vois. Et tu ressens en fait cette intensité. Et moi, quand j'étais jeune, avant de faire de la montagne, pas mal de vélo de route ou je sais pas, du ski de fond, des sports où tu as de l'intensité que par rapport à la puissance que tu vas mettre dans tes mouvements, quoi. Mais là, je ressentais vraiment une intensité que je retrouvais dans le peu d'alpinisme que je faisais à l'époque, mais qui est lié à l'environnement et au contexte, tu vois. Et qui est plus aussi lié finalement presque au rapport entre la vie et la mort, quoi, je pense. À cette complexité qui est vraiment inhérente à l'environnement de la haute montagne, quand même. Alors ça fait à la fois flipper et en même temps ça fait rêver, et moi à cette époque-là, ça m'a fait vraiment rêver. Mais il y avait aussi un autre livre, qui est pas vraiment un livre, mais qui est un topo. Et pour moi, c'était la Bible. Genre, je l'avais vraiment sur ma table de chevet. C'est le topo Labande. C'est le topo de François Labande, qui pendant plusieurs éditions a mis à jour en fait un topo qui date de, je sais plus, peut-être des années 40 ou 50, quoi. C'était sous Lucien Devy. Et en fait, c'est des topos qui, du coup, regroupent toutes les ascensions du massif des Écrins, en 3 tomes. Alors, ça a vraiment en plus la forme d'une Bible. Et dedans, c'est pour le commun des mortels, entre guillemets, c'est illisible. C'est des textes écrits en tout petit, des descriptions d'itinéraires, avec à chaque fois une introduction expliquant qui avait gravi l'itinéraire en premier, et parfois avec une petite description un peu succincte de qu'est-ce que vaut l'itinéraire. Alors ça peut être voilà, escalade en mauvais rocher, des fois tu peux lire aussi escalade en rocher putride, et à l'inverse, des fois c'est grande classique du massif, voilà, etc. Et parmi certains itinéraires, il y en avait
où il y avait des ascensions en solitaire. Et c'était précisé souvent, parce que dans la culture alpine, les ascensions en solitaire ont quand même une certaine importance. C'est comme voilà, une grande répétition d'un itinéraire par une cordée. Un des challenges aussi, finalement, pour un itinéraire, c'est d'être fait par quelqu'un en solitaire. Ça fait partie de notre culture, de notre monde. Et ça m'inspirait vachement, je m'identifiais aussi là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qui t'a tiré dans cette pratique et dans cet engagement inhérent à l'alpinisme? J'aime bien la folie, au fond. Je trouve ça beau d'être un peu fou, d'avoir des projets qui dénotent un petit peu de la standardisation de notre société et puis de comment on nous apprend le sport aussi à l'école, tu vois. C'est des sortes de défis aventureux complètement hors normes, quoi. Et c'est le cas de le dire, c'est vraiment hors normes. Et moi, à l'époque, je sais pas, j'avais peut-être besoin ouais, de ce genre de défi, de challenge qui allait bien au-delà de porter un dossard et de se présenter à une compétition avec une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Là, je sentais qu'il y avait vraiment une sorte d'expression un peu presque artistique, tu vois. Ouais. Genre, les faces m'inspiraient énormément, parce que ça me faisait peur, parce que je trouvais ça austère, parce que à la fois je trouvais ça très beau, très esthétique. C'est un mélange de tout en fait à chaque fois l'alpinisme. C'est un mélange d'adoration et en même temps de frayeur, quoi, tu vois, enfin d'adoration dans la beauté, mais en même temps de frayeur justement dans la difficulté, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait de la montagne, je pense, hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'après avoir lu, du coup, alors j'ai pas tout lu les 3 tomes, mais je les ai épluchés tous un par un, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup de descriptions ou d'itinéraires que je connaissais vraiment presque par cœur, quoi, à l'époque, tu vois. Je le lisais et j'avais acheté ces livres avec la bourse qu'on donne aux lycéens pour acheter des livres scolaires. C'était ton livre de littérature. C'était mon livre de littérature. Tu les apprenais comme des poésies. C'est ça. Tu les récitais en classe. En fait, c'est là que tu te rends compte que, ben oui, que pour quelqu'un apprenne quelque chose, c'est important qu'il ait envie, quoi, qu'il soit passionné. Et là, moi, j'avais cette passion pour la montagne, et du coup, j'avais envie d'ouvrir ce livre, qui, à la base, je le précise encore, était illisible. Donc c'est quand même drôle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de barrières, de bâtons dans les roues avant de pouvoir vraiment prendre du plaisir à le faire, mais c'est juste parce que j'étais tellement passionné et que le massif des écrins me fascinait que du coup ces 3 tomes pour moi c'était les livres les plus importants, les plus précieux, et je les ai toujours. Alors ils sont un peu abîmés du coup, donc je les protège comme je peux avec du scotch et tout, mais je les entretiens. Donc ça a une valeur folle et j'espère que quelqu'un prendra la relève. Et comment on en arrive au Dru après la lecture d'un livre sur les écrins? Mais c'est vrai qu'à la base, je rêvais de faire un solo dans les écrins. Pour moi, c'était logique quoi, de faire ça dans ce massif-là. Et j'ai toujours envie de le faire, hein, mais j'avais eu un hiver vraiment prévu de faire un truc dans une belle phase des écrins. Et en fait, au fur et à mesure de passer des hivers dans les Alpes, j'ai aussi ouvert mon esprit à d'autres styles de pratique, tu vois. Et du coup, j'ai aussi ouvert mon esprit à d'autres faces. Parce qu'en fait, il y a certaines faces qui vont avec certains styles de pratique. Et c'est vrai qu'entre le massif des écrins et Chamonix, évidemment que la différence, elle est surtout basée sur le rocher. Et ce rocher-là définit d'une certaine manière le style de pratique, surtout en hiver. Et à Chamonix, c'est vrai que c'est très pratique l'hiver d'avoir des piolets et de grimper avec ces piolets-là. Et ça vient pas mal de ce qu'on appelle le dry tooling, qui est une activité qui est de plus en plus en vogue maintenant chez les alpinistes. On s'entraîne beaucoup tous au dry tooling. Et donc, en fait, j'avais envie, si tu veux, de faire un solo, mais je voulais pas que ce soit n'importe lequel. J'avais envie qu'il soit marquant. J'avais envie qu'il ait une valeur aussi dans la culture alpine, quoi. C'est-à-dire, par rapport à ce qui a été fait, j'avais besoin, si tu veux, moi, de me placer et de savoir un peu ce que je valais. Parce que, comme on l'a dit, c'est une ascension qui est en face à face, mais avec soi-même. Et moi, j'en ai besoin pour avoir plus de confiance en moi. Et si ça a une grande valeur au niveau des réalisations qui ont déjà été faites, si ça se place dans l'histoire, quoi, et ben forcément que ça va m'apporter vachement plus. Que si c'est une simple répétition d'un itinéraire pas très dur au-dessus de Briançon, tu vois. C'est pas pareil. T'as d'une part le prisme de la difficulté, qui est juste
si c'est dur et que c'est intense, et ben ça va t'apporter, enfin moi ça va m'apporter vachement plus que si c'est facile. Et puis après, tu as le prisme évidemment de la considération, mais de ta propre considération aussi par rapport à l'histoire, quoi. Parce que nous, en fait, dans l'alpinisme, les anciens, ce qui a été fait a beaucoup d'importance. Enfin, on respecte beaucoup, moi personnellement, en tout cas, je sais pas si c'est le cas de la jeune génération, mais je respecte énormément, si tu veux, ce qui a déjà été fait. Et les pionniers, ceux qui nous ont permis maintenant de réaliser de beaux itinéraires. Et donc moi j'ai besoin aussi voilà, de me placer, de savoir ce que je vaux par rapport à ce qui a été fait, et ça influe énormément sur la valeur que je vais accorder à mes réalisations. Et donc là, ce solo d'ampleur que j'avais envie de faire, il fallait qu'il soit difficile. Je trouvais ça cool qu'il soit innovant dans le style de grimpe et dans la modernité, de la manière dont on va gravir la face. Et après, il y a eu cette relation aussi avec Léo, Léo Billon, mon compagnon de cordée, avec lequel on a vraiment commencé l'alpinisme, copain du lycée, et on a fait plein de trucs ensemble. Et en fait, si j'ouvre juste la parenthèse de Léo, c'est que voilà, c'est le meilleur alpinisme technicien d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que l'alpinisme, c'est un peu le décathlon de la montagne, on le sait. C'est-à-dire que il faut être un peu fort partout, en endurance, en grimpe, en hiver, en été, sur des plaquages de glace, sur du rocher. Enfin, c'est très vaste. Donc tu peux être plus fort dans une ascension rapide, tu peux être plus fort dans les Alpes, tu peux être plus fort en Himalaya, sur un 8000, une voie normale. Enfin, c'est très très vaste. Mais par contre, l'alpinisme technique, donc là je te dis, ça peut être avec les piolets, ça peut être avec les chaussons, ça peut être avec les crampons aux pieds, ça peut être de plein de manières différentes, mais voilà, plus c'est vertical et moins il y a de prise, et ben là Léo il excelle. Et ça c'est vraiment ce qui le caractérise, et moi j'ai grandi avec lui, j'ai vu son évolution. On a tous les deux pris des chemins un peu différents dans ce décathlon de la montagne. Moi j'ai de base vachement plus de facilité dans l'endurance. Donc, je pense aussi que c'est à travers cet aspect-là, cette valeur qu'on me connaît, hein, c'est rapidité, dans les itinéraires qui sont pas extrêmes, mais très efficaces. Et Léo, lui, il a toujours développé, là où il était talentueux de base, l'escalade, la grimpe. La grimpe, et quand il va en montagne, récemment, à chaque fois, il y va dans une démarche de vouloir se mettre en application ses capacités de grimpeur dans un environnement de haute montagne, quoi. Donc ça peut être pour ouvrir des nouvelles voies, mais par des longueurs qui sont extrêmes et dont on n'a jamais vu l'existence, tu vois. Ça peut être pour grimper en libre, libérer des longueurs dans des vieux itinéraires ouverts par les anciens dans les années 70. Bref, et du coup, ce Léo Billon, ben, copain d'enfance, pour moi, c'est effectivement le meilleur alpinisme technicien d'aujourd'hui. Et donc, il avait ouvert une voie en 2021, pendant le Covid. Donc ça, pareil, c'était incroyable quand même, quand ils avaient ouvert cette ascension. Il faut dire qu'il n'y avait aucune remontée mécanique d'ouvert. Et pour Chamonix, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Et moi qui viens des écrins, ça me fait plaisir de le dire quand même, parce que Chamonix, sans les remontées mécaniques, bah, t'as plus d'alpinisme en montagne. Et les alpinistes, du coup, ben, ils étaient très peu nombreux à être quand même motivés. Et ils étaient au nombre de 4, tous du groupe militaire de haute montagne. Et ils ont ouvert, du coup, ben, ce big wall de plus de 1000 mètres dans la face ouest des Drues, en partant à pied en ski de Chamonix. Ce qui est dingue. C'est comme la Patagonie, comme El Chalten, mais c'est même presque un peu plus compliqué. Parce que El Chalten, ben, souvent, tu y vas l'été. Donc les sentiers sont secs, tu vois, t'as ton sac et puis tu suis presque le balisage, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu grossier comment je présente la chose, mais là, tu vois, il fallait monter jusqu'à la mer de Glace, traverser la mer de Glace, passer le pas de chèvre, qui est pas simple, quoi, quand même, tu vois, qui est un peu raide, et aller jusqu'au pied de la falaise. Ils ont fait plusieurs rotations pour amener du matériel, etc. Et ils ont passé 5 jours dedans à ouvrir cette voie-là, dans cette cicatrice de la face ouest des Drues. Parce que pour le rappeler, ben, en 2005, il y a eu cet énorme écroulement qui avait vraiment marqué le monde de la montagne. C'est un bon marqueur temporel d'ailleurs par rapport au réchauffement climatique, et c'était vraiment très symbolique. D'ailleurs, dans les photos, on voyait le permafrost qui était à flanc, quoi, enfin à flanc, à vif, quoi, à nu, complètement à nu, donc c'était vraiment une cicatrice, enfin ça faisait vraiment... c'était marquant, quoi, visuellement. Et eux, du coup, ben, vu que c'était un terrain tout vierge, ils se sont amusés à créer une voie
à gauche d'une voie qui avait déjà été faite par Jean-Yves Fredriksen Ouais. et Martial Dumas. Ils avaient passé pas mal de temps dans ce qu'ils avaient nommé la voie des papas. Donc un peu plus à droite. Et Léo, ben, du coup, avec la longue vue et tout, il avait repéré des successions de dièdres logiques qui étaient plus à gauche. Et donc en 5 jours, les 4 membres du groupe militaire d'haute montagne arrivent au sommet des Drus, qui plus est avec une démarche médiatique assez innovante où ils étaient en direct, ce qui était hyper rare pour l'époque, et même encore aujourd'hui. Et il est revenu du coup de cette ouverture avec le smile, mais avec un énorme sourire en disant mais pour moi c'est le plus bel itinéraire que j'ai parcouru dans les Alpes. Et quand il disait le plus bel itinéraire, il soulignait notamment des difficultés vraiment importantes, une forme de grimpe un peu innovante avec des longueurs où tu dois grimper en piolet aux mains, chaussons aux pieds, et une raideur qui l'avait vraiment marqué. Où il avait dit, pour moi, j'ai jamais vu une face aussi raide, j'ai jamais grimpé une face aussi raide dans les Alpes. Donc, tous ces éléments réunis, t'imagines bien que moi, ça m'a un petit peu excité, et puis c'est complètement aligné avec le cahier des charges que je m'étais imposé pour faire ce premier solo. Quand Léo te parle de cette voie, est-ce que tu te dis à ce moment-là que ça pourrait être la voie parfaite pour le premier solo? Alors là où je me dis que j'ai vraiment envie d'y aller et je veux le faire en solo, c'est 1 an plus tard. Parce que quand je vois ce qu'ils font, c'est un peu, comment dire, c'est un peu abstrait pour moi. Ouais. Tu vois, je sais pas trop. Et la chance que tu peux avoir en tant qu'alpiniste, je trouve, dans ce monde qu'est la haute montagne et qu'est l'alpinisme, c'est d'avoir ses copains et d'avoir ces échanges en direct qui du coup peuvent vachement plus t'éclairer sur qu'est-ce qu'est la voie base qu'ils viennent d'ouvrir en 2021, tu vois. Et c'est 1 an plus tard, en fait, c'est en faisant la trilogie des grandes directissimes, là, des grandes face nord des Alpes, que sont Eiger, Servin, Joras, avec Léo Billon et Sébastien Rattel. Donc là, les deux, qui faisaient partie de la cordée des 4 et qui étaient vraiment les moteurs, si tu veux, dans l'aventure de cette ouverture au Dru. Et ben du coup, je passe 1 mois avec eux, où on fait du coup la face nord du Cervin, la face nord des Joras et celle de Lager. Et ben moi, je les questionne, je fais l'investigateur, quoi. En plus, je suis assez pointilleux, quoi. Du coup, j'aime bien les petits détails, et je pose plein de questions à ce moment-là. Et c'est là que vraiment naît mon envie, un peu cachée au début quand même. Parce que tu vois, t'oses pas quoi, t'oses pas dire vraiment genre je pense que j'ai envie de le faire en solo. Même à toi-même, il y a une forme de déni. T'es là mais je peux pas faire ça en solo, c'est pas possible. Mais c'est là qu'en tout cas, au fond de moi, une partie de moi, si tu veux, croit au projet ou en tout cas se projette dedans. Et juste le fait de se projeter, même si c'est pas acté, le projet de base est un peu né quoi. Enfin en tout cas la graine est plantée. Et germera vraiment l'idée un peu plus tard, si tu veux. Mais c'est cet hiver 2022, ce mois qu'on passe avec Léo et Seb, où du coup, moi, j'ai aussi leur comparatif par rapport à ce qu'on grimpe. Donc c'est vachement facile aussi, enfin agréable, parce que je peux savoir ce que vaut la voie. Vu Ouais. qu'en direct, on est en train, par exemple, de gravir, je sais pas moi, un M8 de la Directe de l'Amitié, dans la face nord des Joras. Voilà, ils me disent, ouais, c'est à peu près comme ça. Et moi, à ce moment-là, je réussis une longueur, notamment de la Directe de l'Amitié en tête, et j'arrive à libérer une longueur. Et c'est dans cette longueur-là, notamment, où je me dis, ah, tiens, là, si je viens de réussir à faire ce que je ne pensais pas être capable de faire, peut-être que le petit projet qui est enfoui et qui est un petit peu caché pour l'instant, je peux peut-être davantage le dévoiler à moi-même et aux autres, tu vois. Donc il y a eu cette longueur aussi, la Directe de l'Amitié en face d'un des Joras, qui a été un peu un déclic, ouais. Oui, qui a été vraiment un déclic, je me souviens. Parce qu'aussi, j'ai toujours été un petit peu dans l'ombre de Léo quand il s'agissait de faire des longueurs dures. Quand on faisait des itinéraires, dès qu'il y avait un crux, comme on dit, c'est lui qui passait souvent. Et c'était une forme de logique, parce qu'on voulait tous les deux être le plus rapide dans notre itinéraire, l'accorder. Et donc, moi, vu que j'étais fort en endurance, je traçais les pentes de neige pour être un peu... pour faire un raccourci, une synthèse, hein, et lui, il s'occupait des longueurs dures, voilà. Et au fur et à mesure du temps, moi, j'avais envie un peu de, comment dire, retrouver de l'indépendance, de l'autonomie, et puis de tasser un peu cette différence, si tu veux,
pour moi aussi être capable de pouvoir passer ces crux-là en toute sérénité. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu crées une sorte de, non pas de dépendance, mais t'as ton joker, entre guillemets, tu vois. Et je trouvais que le solo, pour le coup, ben, c'était vraiment le symbole de l'indépendance, quoi. C'était ce qui m'a vraiment motivé, c'est de me prouver que j'en suis capable et de récolter aussi beaucoup d'expérience dans cet itinéraire-là. Mais même, c'est secondaire, c'est ce qui était vraiment principal, essentiel, c'était de me prouver que j'en étais capable. Ouais. Et cette longueur dans la directe de l'amitié, eh bien, elle était très caractéristique de mon tempérament, c'est-à-dire que de base, je n'y serais pas allé dans cette longueur. Et c'est Léo qui me propose et qui me dit tu veux y aller? Et là, au fond de moi, j'aurais dit non. J'aurais dit non, vas-y, t'inquiète, y a pas de souci, tu vas la libérer en 2 secondes. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis dit arrête de laisser des opportunités où justement tu peux progresser, si tu veux, intérieurement et aller à l'affront un peu de tes peurs et te dire allez, bouge-toi, quoi. Et ben je me suis dit c'est ce moment et j'ai chopé la perche qui m'a tendu et je lui ai dit ouais, ok. Et je pense que même lui a été surpris. Et dire par politesse je lui propose et il s'attendait pas à ce que je lui dise il s'attendait pas à ce que je lui dise oui, tu vois. Et au final la longueur j'étais hyper tendu, évidemment. Et M8 pour certains, c'est pas grand-chose. Enfin, physiquement, pour des jeunes compétiteurs en dry tooling, en cascade de glace, etc., c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'était quand même déjà difficile, tu vois. Physiquement, il fallait que j'assume d'avoir une fermeture de bras importante et t'es sur du terrain d'aventure, donc il faut mettre les freins, etc. Bon, pour le coup, là, les freins étaient mis par Sebratel avant parce que il avait tenté de libérer la voie en premier, en tête, il avait pas réussi, il était tombé. Il y avait cette pression-là aussi, quand même, c'est qu'il venait de tomber devant moi, quoi. Donc, bon, bref, c'était un cumul de choses qui faisait que j'étais très apeuré. J'ai dit oui pour y aller, j'ai osé. J'étais très stressé, très tendu. Mais en fait, dans la longueur, t'as toujours un petit peu ce moment-là où tu switches complet, quoi. Et j'ai switché dans cette longueur, je me souviens. Et je suis devenu plus détendu, prendre du plaisir, etc. Et arrivé en haut de la longueur, j'étais vraiment... c'était le bonheur total parce que je venais de réaliser un petit rêve, quoi, perché à 3007, tu vois, dans une face nord. Je m'imaginais pas du tout être capable de ça 10 ans plus tôt, quoi. C'était vraiment un domaine, le mixte. Le mixte, les faces nord, jouer entre la glace et le rocher, coincer tes lames dans les fissures, etc. C'était éloigné de ma pratique au possible. Et par contre, pour moi, c'était vraiment l'alpinisme avec un grand A, quoi. Et puis, je me découvrais des capacités. Et même si ces capacités-là, je les avais peut-être avant, je les avais depuis longtemps, sûrement peut-être, tu vois, mais c'est juste que j'osais pas et j'étais aveuglé par mon manque de confiance en moi et par peut-être une forme de déni, tu vois, et un manque d'audace, quoi, clairement. Un manque de positivisme, tout le temps le verre à moitié vide, dans ces moments-là, tu vois, où je me dis, mais non, mais je vais pas y arriver, c'est sûr, c'est trop dur, je vais tomber, je vais trop hésiter, et puis mes bras, ils vont pas tenir, enfin voilà. Tout plein de petites idées préconçues, un peu dans mon inconscience, tu vois, qui se sont construites au fur et à mesure de ma vie. Et c'est des barrières que je me suis mis tout seul, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, le solo, c'était vraiment dans le but avec un gros tank, là, et de défoncer toutes ces barrières. Mais ouais, brutalement, mais au moins que ça soit efficace, quoi. Yeah, you've been dancing with the devil. Be careful who you gunning for, cause when it settles, it's only pain and grief when you living lawless. We only chase it if the chance of profit's flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. Je pense que oui, l'hiver 2022 naît un peu le projet dans ma tête. Et puis j'y pense régulièrement. Voilà, je fais pas mal de choses pendant ces années-là. Il y avait mon premier 8000, le port-pic, ma tentative au K2. Et je sens qu'à chaque hiver qui arrive, parce que je veux le faire en hiver, ce solo, oui, pour que ça soit quand même fidèle à mes aspirations. Et à chaque fois, je sens que je suis pas vraiment encore prêt, quoi.
Mais ce qui est sûr, c'est que l'hiver dernier, pour moi, il fallait que j'aille dans base, même si l'hiver d'avant, donc 2023, je m'étais pas prouvé un truc important, si tu veux, en montagne, quoi. Mais je sais pas, pour moi, je me disais, tiens, allez, à l'audace, ça va peut-être marcher. Donc moi, je m'entraîne l'automne 2023 pour être prêt en 2024. Et puis arrive l'hiver et de plus en plus, je sens la tension monter et je sens un peu l'échéance se rapprocher. Et tu vois, entre je rêve d'un projet, je planifie quelque chose et le truc arrive et il faut vraiment que tu sois prêt pour le coup, mon gars. Genre, c'est-à-dire, faut que tu saches faire les techniques de slow auto-assurage. Il faut que ton sac soit prêt. Il faut que toi, tu sois motivé à y aller. Et plus ça se rapprochait, et plus on arrivait proche de l'échéance, et plus je sentais que j'étais pas du tout dans un bon mood, quoi. Là, pour le coup, j'avais vraiment un déni, c'est-à-dire que je me disais genre non, mais la semaine prochaine, je le ferai et tout, et puis... Et ça, quand ça se passe comme ça, généralement, c'est que c'est pas bon signe, quand même. C'est que soit t'as pas envie, au fond, ou soit juste t'as pas les compétences, les skills, enfin, qui te suffisent à être vraiment suffisamment confiant, quand même. Parce que même s'il faut oser, il faut quand même un minimum... Je suis pas quelqu'un, moi, qui aime aller en montagne, comme ça, sur la volée, sans avoir un peu de marge, quoi. J'ai toujours pratiqué la montagne, je trouve, avec un peu de marge. Et c'est pour ça que j'ai rarement eu, tu vois, des mauvaises surprises, des mauvaises aventures où je finissais avec un bivouac complètement improvisé. Parce que ça a toujours été quand même construit, préparé un peu méthodiquement, où je me disais, ben, tiens, pour telle ascension, j'ai besoin de telle compétence, ben, je vais travailler ces compétences-là à l'avance. Ouais. Et ça m'a toujours permis, je pense, que ce soit Léo ou moi, de jamais avoir eu trop de galères, quoi, en montagne. Et donc là, les drues, quand je vois le truc arriver, je sens que c'est pas comme d'hab, quoi. Tu sais, qu'il manque un truc. Et pour autant, j'y crois quand même un petit peu. Donc je me dis, allez, bon, si c'est pas Noël, ça sera peut-être février. Et là, je continue d'harceler Léo pour les informations. Parce que pareil, vu que je suis méthodique, j'essaie de capter le plus d'infos. Même si j'en ai déjà capté beaucoup pendant notre trilogie et que j'ai déjà bien emmerdé là-dessus. Mais une chose qui est bien, c'est quand les harcelant, et en harcelant Léo, revient cette fameuse longueur en θ. Et là, c'est là enfin que vraiment je prends note et que je lui fais répéter. Je lui dis, mais attends, tu viens de dire quoi? Oui, il y a vraiment une longueur en θ en rocher putride. Et moi, je l'intègre que, je sais pas, un mois avant de partir, quoi. Et je me souviens, je sais plus si je suis sur mon home trainer, mon vélo, et puis j'écoute ça, et puis là, j'arrête tout, et je lui dis, attends. C'est pas vrai. Et là, tout dans ma tête, ouais, le cheminement, si tu veux, est en train de tout se refait, tout le raisonnement repart de zéro, quoi. Donc je me repose la question de me dire, mais est-ce que c'est vraiment un projet si pertinent que ça, tu vois? Ok, la voie, elle est incroyable, ok, les difficultés sont vraiment importantes, c'est une des plus dures voies des Alpes, c'est la voie qu'a ouvert mon copain, et je trouve ça cool d'aller dans ses pas, mais tout seul, enfin. Pour moi, c'est pour ça que je disais à la croisée des chemins, parce que y a vraiment ça, quoi. C'est passer de ça à ça, quoi. Mais pour moi, c'était pas rien, et c'était vraiment dans cette démarche-là que je voulais y aller. Et là, il me met cette longueur en θ pourri, quoi, dans ma ligne de mire, tu vois, et je me dis, mais non, c'est pas possible. Et là, je me souviens que j'annonce à mon prep mental, Fabien Dupuis, et je lui dis, là, Fab, ça y est, j'ai mis un trait à la voie base. Je lui dis, mais là, c'est un poids qui s'enlève, là, ça me déleste de pas possible, quoi. Je finis l'hiver, du coup, avec une plénitude, voilà, j'ai fait un projet dingue avec Léo. Je me projette un peu sur l'année d'après, mais honnêtement, je laisse quand même pas mal de côté cette idée-là, c'est-à-dire que je vais pas commencer un entraînement pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que notamment, j'ai un plus gros projet, entre guillemets, qui lui est vraiment acté, c'est d'aller au K2, au Pakistan, pour essayer de le gravir à la journée sans oxygène et tout. Donc là, moi, tu veux, je suis quand même un peu plus concentré sur ce projet qui est à moyen terme. On est en février, d'accord, mais au final, la préparation, elle commence au printemps, quoi. Donc je me mets vraiment des œillères et puis je me concentre sur le K2.
Mais au fond de moi, un petit peu en secret, je pense quand même hyper souvent à cette voix basse. En fait, elle me hante d'une certaine manière et le poids, il est pas totalement parti en fait. Tu vois, c'est délesté, mais c'est juste d'un certain pourcentage, quoi. Et ça continue de me prendre un petit peu le chou. Le K2 se passe, je suis trop content. Après, il y a une autre expé encore qui se rajoute. Et c'est entre ces deux expés-là que, tu vois, je pense de plus en plus à l'hiver parce que l'hiver approche et vient de plus en plus, enfin, réapparaît, tu vois, réémerge un petit peu cette idée de faire base. Mais pareil, je me concentre pas mal sur le Janu. Et là, en fait, le Janu ne fonctionne pas. On fait demi-tour à 6700 mètres dans cette face nord du Janu-Est avec Léo Billon et Nicolas Jean. Et c'est là vraiment que j'acte le fait de me dire, allez, c'est pas pour dire genre venge-toi parce que t'as eu un échec, mais après avoir vécu un échec, t'as quand même aussi un taux de motivation qui est plus conséquent que quand t'as réussi quand même. C'est propre à l'ego. Enfin, à ce moment-là, c'est mon ego qui parle et j'ai juste envie de retenter quelque chose d'important, d'ambitieux. Et donc, c'est en revenant du Népal que là, vraiment, je me dis, là, c'est sûr, tu vas faire un automne grimpe, tu oublies l'endurance, tu priorises sur l'escalade et le haut du corps pour être prêt. Alors, pas pour Noël, vu que je suis quelqu'un qui aime bien avoir un peu de marge, mais plus pour février. Voilà. Février, pour moi, c'était vraiment la date à partir de laquelle je me concentrais à guetter les créneaux. Et avant ça, c'est vraiment une vie, tu vois, un peu monacale, d'ascète, où voilà, j'ai pas cette pression de regarder la météo, mais j'ai la pression, par contre, de m'entraîner, ouais, c'est ça. Et j'ai la pression aussi de certaine manière, à chaque fois que les copains me proposent d'aller en montagne, de dire non ou de dire oui, quoi. Tu en parles à ton entourage de ce projet ou est-ce que tu le gardes pour toi? On l'a vu, moi je suis quelqu'un qui aime bien partager ce qu'il fait, et j'ai fait pas mal de projets où, comme le K2, où on l'a partagé depuis le Pakistan directement, presque en direct, ou même au Janu, où pareil, on l'a fait quasiment en direct. Ce qui me caractérise, c'est quand même le fait de ne pas être trop impacté à l'idée de partager mes projets. Voilà. J'ai pas ce souci de me dire, tiens, mais qu'est-ce que vont penser les gens si j'échoue, etc. Parce que pour moi, l'échec fait partie des risques d'une réalisation en sport et fait partie aussi des failles que tu peux avoir en tant qu'homme. Et je trouve ça important, essentiel même pour mon propre équilibre, de montrer le profil de A à Z, quoi. Et je veux pas qu'on me considère que comme le gars qui réussit, quoi. Je veux aussi qu'on me voit naturel, quoi. Et naturel, parfois, ça passe aussi par des états d'âme et au-delà de ça, je veux dire des échecs, quoi. Des moments où t'as soit pas eu le courage de le faire, soit la météo était vraiment pas bonne. Et dans ce cas-là, c'est aussi très intéressant d'en parler, je trouve. Et le fait que les gens le sachent avant que je m'engage dans quelque chose, franchement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un frein, ou je veux dire, ça n'a pas été un élément perturbateur, voilà, dans mes ascensions. Je suis quelqu'un qui n'est pas détaché du regard des autres, pour autant. Et là, pour les druides, c'est vrai qu'il y avait le noyau de l'alpinisme qui était au courant. Pas mal de gens étaient au courant quand même, parce que le mot se passait en fait. Et à chaque fois, je savais pas ce que ça me faisait. C'est comme sentiment, j'étais là genre, ah putain, alors c'est soit un tel qui lui a dit, soit machin. Et à la fin, en fait, c'est un petit monde. Du coup, tout le monde sait tout, quoi. Et des fois, à la fin, je recevais des messages sur Insta, je dis genre, je sais que tu vas faire ça, mais est-ce que, du coup, nous, on veut faire la voix des papas à droite, est-ce que ça te dérange? Enfin, quand est-ce que tu y vas, tu vois? Ouais. Et à la fin, je me disais, bon, en fait, c'est bon, tout le monde, enfin, tu vois, toute la communauté quasiment le sait, quoi. Et ça m'a fait rire, enfin, tous ceux qui écoutent Radio Écrin et Radio Mont Blanc, quoi, voilà. Et par contre, le grand public et pas mal de médias, enfin, je pense, voilà, le savaient pas, quoi. Je sais pas, c'était effectivement un peu de superstition aussi, peut-être, tu vois, un petit peu de volonté que ça reste intime aussi. Je pense qu'il y avait de la peur aussi du jugement. Pourquoi? Parce que avec Léo, en fait, on en discutait de temps en temps, quoi, des solos. Et c'était toujours quelque chose qui, lui, en tout cas, enfin, il dénigrait pas les ascensions solitaires. Mais si tu veux, c'est pas du tout quelque chose qui le faisait rêver, quoi. Et donc je pense qu'il y avait une certaine pudeur, tu vois, de mon côté, de pas vouloir être victime de jugement de la part de certains qui détestaient le solo et qui trouvaient que c'était trop arrogant.
Parce que c'est ça, en fait, souvent, Ouais. ce qui est considéré L'image comme... du solo. Ouais, c'est ça. Et même moi, des fois, je ressens ça aussi. Hein. Quand je vois quelqu'un qui fait un truc en solo, je me dis, bon, bah, il se le fait pour se mettre en avant, quoi. Avant tout. Et après, tu raisonnes un peu et tu dis, bah, déjà, bah, ça lui appartient. Pourquoi pas? S'il a vraiment envie de se mettre en avant. Et au fond, ça me renvoyait à moi-même, quoi. C'est-à-dire que ce que je critiquais envers les personnes, des fois, qui faisaient des trucs en solo, et là où je rejoignais des fois Léo, c'était peut-être qu'au fond, moi, j'avais aussi besoin de ça et j'étais presque un peu jaloux, tu vois. Et Mm, souvent, les critiques que tu fais des autres, c'est parce que ça te renvoie à une faiblesse de toi-même, quoi. Et c'est que maintenant, vraiment, que je m'en rends un peu compte, parce que là, le solo des drues m'a vachement apporté dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que, oui, j'acquiers aussi une certaine reconnaissance du milieu sans que ça soit un peu mitigé, enfin mitigé, noyé, mélangé avec les compétences d'un autre, quoi. Et donc, ce projet-là, j'ai décidé de le garder un peu secret, donc je me suis mis un peu en mode sous-marin, voilà. Donc j'étais à Briançon, mon loin camp de de base, Chamonix. loin de Chamonix, et, et par contre, j'ai décidé de prendre les choses en main. C'est-à-dire que je me suis dit, là, tu vas pas faire comme l'année dernière, à tergiverser et à être un petit peu dans la procrastination, à te dire, allez, je remets le fait de réviser les techniques d'auto-assurage à plus tard. Non, là, je me suis dit, il faut que ça soit un peu construit quand même comme projet. J'ai décidé de prendre un préparateur d'escalade. D'accord. Jusqu'à maintenant, j'avais un préparateur, enfin, je travaille toujours avec Léo Viré, qui lui est coach sportif et m'entraîne sur l'aspect endurance. Ouais. Un prep mental, Fabien Dupuis, et j'avais pas de préparateur escalade parce que c'est pas mon domaine et que tu vois, je grimpais toujours un peu ici ou là avec les copains et à Briançon, il y a une très bonne émulation d'entraînement, donc ça me suffisait. Mais pour ce projet-là, je me suis dit, ben, ça va peut-être m'apporter de la confiance. Tu vois, je vais me dire, ben, je délègue d'une certaine manière un peu la pression d'être prêt au bon moment à quelqu'un. Et aussi, je profite des compétences qu'a cette personne-là parce que c'est son métier. Et donc, j'ai appelé Bastien Mini Mm, mm. et je lui ai dit aussi, écoute, j'ai quand même aussi un projet, je t'annonce quand même, qui est pas des moindres, mais bon, c'est les drues, voilà, un solo. Enfin, alors je lui ai pas dit pas des moindres à l'époque. Et lui, il avait jamais fait en fait de préparation pour ce genre de projet, c'était un peu Mm, flou. Mais là où tout se connecte, et le monde est tout petit, et ce qui est dingue, c'est que ce Bastien Mini, il entraîne Seb Rattel. Seb Rattel, qu'on retrouve, du coup, qu'on avait lâché à la trilogie ouais. 2022, et qui a ouvert la voie base. Et donc, ben, aubaine, parce que donc Bastien, il a pu lui poser plein de questions sur la voie. Alors, est-ce qu'il faut de la résie, est-ce qu'il faut de la force, qu'est-ce que c'est comme mouvement, Mm, mm. qu'est-ce que t'en penses, Seb? Ben voilà, Seb lui a dit, ben non, ben, il faut de la fermeture de bras surtout, pour tenir sur les piolets. Et oui, il y a quelques longueurs d'escalade, donc faut faire un peu d'escalade aussi. Enfin bref, on a fait une planification vraiment spécifique à base, et, euh, et ça a été un changement vraiment de mode de vie drastique pour moi. C'est-à-dire que je priorisais l'escalade, donc étant donné qu'il fallait faire les séances frais, eh ben, je faisais plutôt l'escalade le matin, et je faisais l'endurance que je voulais faire, ski de randonnée ou course à pied ben, l'après-midi. Et habituellement, je faisais tout le temps l'inverse. Et en plus de ça, on faisait des séances vraiment spécifiques de force générale, de traction lestée, etc. Et tout ça se fait plutôt dedans, dans une salle d'escalade. Et donc pareil, il a fallu passer des journées de grand beau, comme on a, qui caractérise le Briançonnais, où j'étais dedans pendant 5 heures, des fois, à faire mes exos, quoi. Mm, mm. Donc c'était vraiment parfois un peu des sacrifices, quoi. Je prenais du plaisir, mais il y avait des journées où vraiment j'y allais un petit peu à reculons. Alors on dit tout le temps qu'il faut du plaisir pour performer, tu vois, il faut. Mais dans l'entraînement, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des journées où vraiment tu prends un petit peu sur toi et tu te dis, allez, et t'as envie de faire peut-être autre chose, mais ça fait partie de la préparation. Et en fait, quand tu repenses au projet de base, enfin dans les deux sens du terme, eh bien, ça te remotive, si tu veux. Tu te dis, ben, je le fais pas pour rien. J'ai un Mm. projet. J'ai vraiment envie d'être bon dans les longueurs. Et je l'ai pas précisé, mais du coup, moi, mon objectif, c'était quand même vraiment de ne pas grimper base de manière classique, comme on fait usuellement en montagne. C'est-à-dire, on met une protection, on tire dessus, donc un peu en artif. Mon but, c'était vraiment de libérer les longueurs et du coup, de ne pas m'aider des protections et de grimper les voies, enfin chaque longueur, à la main, enfin avec les mains et les pieds, et sans m'aider des coinceurs que je mettais dans les fissures.
Et donc ça a imposé d'avoir quand même un niveau supérieur. Ça demandait d'être bien plus fort physiquement, ça demandait d'être aussi fort mentalement et d'avoir aussi un maintien de l'expérience dans l'escalade à vue. C'est-à-dire où voilà, tu arrives pour la première fois dans une longueur, et ben comment tu t'adaptes. Mais à la fin de la semaine, en fait, c'était dur de tout faire. Parce qu'il fallait que je fasse de la force. Parce que je suis nul en force, donc il faut que je m'améliore en force de doigts. De la force générale, donc des tractions lestées, machin, tu mets des kilos sur ton bodard et tu tractes. De l'endurance, parce qu'il faut pas non plus que j'oublie ça, parce que le solo auto-assuré impose de faire 2 fois les longueurs. C'est-à-dire qu'il faut faire la longueur, redescendre et remonter en enlevant le matériel. Donc ben, il faut pas faire 1000 mètres de face, mais 2000 mètres. Et puis ben, c'est toute la journée en action, quoi. Donc tu vois, à la fin, tu as les traits tirés, et si t'as pas la caisse, comme on dit, et ben, tu finis la première journée, t'es éclaté, et la deuxième, ça marche pas, quoi. Donc il fallait que je fasse tout ça, plus de l'escalade dehors, plus une composante très importante, et qu'on a oublié de souligner, c'est le dry to lee, évidemment. Donc l'escalade avec les crampons et les piolets, plus faire les techniques de solo auto-assuré. Enfin tu vois, il y avait tout. À la fin, des fois, je m'en sortais plus, quoi. Je savais plus quoi prioriser vraiment, parce que tout était important. Mais j'ai vraiment réduit le nombre d'heures d'endurance. Je suis passé à 10 heures, quoi, à peu près, en moyenne. Versus. Bon, normalement, ouais, j'en fais entre 20 et 30, quoi, dans ces eaux-là, tu vois. Donc c'était 2 fois moins, et pour quelqu'un qui est habitué à faire l'endurance, ça change quand même. Du coup, bah, faut pas manger de la même manière, tu vois. Et moi qui suis un gros mangeur, j'avais du mal aussi à faire des petites assiettes. Bon, voilà, tout ça pour dire que j'ai quand même créé une forme de contexte favorable à la mise en confiance par rapport à ce projet, et ça avait rien à voir à l'année d'avant où c'était un peu plus brouillon, un peu plus flou. Là, il y avait une vraie vision professionnelle. De se dire, allez, on planifie ça, on passe tout notre temps à ça. Donc voilà, et au final, je suis arrivé le 1er février, j'étais à peu près prêt, quoi. Même si, évidemment, t'es jamais prêt hein, pour ça. Et alors, comment on planifie le jour J? Mais en fait, c'est une vraie série Netflix, un peu, les trucs, parce que il faut préciser qu'aussi, il y a un événement qui a eu lieu avant le 1er février, qui est la répétition de la voix base par des jeunes à Noël. Oui. Donc sur le gros créneau anticyclonique où il y avait un isotherme à 4000 et il n'y avait pas de vent, il y avait peut-être genre 7-8 jours, mais même plus, peut-être, je sais plus, de beau temps, t'as 2 cordées qui s'engagent dans la face, des gens que je connais pour certains un peu, et pour la plupart des autres, je connais pas beaucoup, mais une cordée qui s'engage dans base. Donc c'est une cordée en gros qui est principalement, ou même à 100%, il me semble, peut-être composée de membres du groupe Excellence Alpinisme National dont je faisais partie, et qui sont maintenant en fait les très forts jeunes qui poussent l'alpinisme français. Et donc moi quand je vois ça, je me dis mais attends, mais c'est dingue. Je veux dire, la face, elle a pas eu de visite depuis 2021, et là d'un coup t'as 2 cordées qui se réveillent pour aller gravir soit un itinéraire qui a jamais été répété et qui est connu pour être vraiment en rocher putride, dont une longueur en CETA dont Léo m'a fait la description et qui fait froid dans le dos, et une autre cordée qui tente d'ouvrir une voie. Enfin, tu vois, c'était assez déroutant quand même. Alors moi, à ce moment-là, j'étais mitigé. J'étais là, bon, ça va me faire des infos. S'ils y arrivent d'une certaine manière, ça me rassure aussi, ce qu'ils sont passés. Mais en même temps, ça met la lumière, quoi. Bah, ça fait rayonner la face ouest. Et du coup, t'es pas à l'abri que derrière, il y ait de l'émulation, et qu'il y ait des gens, des jeunes qui se disent, bah, en fait, c'est pas une légende finalement, cette face, on peut y aller, quoi. Tu vois, c'est pas que le GMHM qui est ouvert et plus personne n'y va, fin du bal. Non, là, il y a peut-être une possibilité de se dire, oh tiens, il y a la voie des papas, ça a déjà été fait, on peut peut-être y aller. Oh tiens, il y a Base, peut-être que s'ils sont allés, c'est bien aussi. Bon, et ben, moi je me dis, ben merde, le risque qui pointe le bout de son nez, c'est qu'au prochain anticyclone, en février notamment, je me retrouve avec peut-être 2 cordées qui veulent s'engager soit dans Base, soit dans la voie qui sont en train d'ouvrir, soit dans la voie des papas, qui est plus à droite. Mais dans tous les cas, c'est embêtant parce que, ben, étant donné que le rocher est pas ouf, tu peux faire tomber des bouts de rocher sur les cordées de dessous. S'il y a une cordée au-dessus, ben, toi, tu t'y engages pas parce que tu n'as pas envie de prendre les pierres. Et en plus de ça, ça enlève un petit côté solitaire. Quand tu as une cordée en parallèle, tu vois, donc ça faisait perdre un peu du sens à tout ça.
Et donc, je me dis, bon, ben, je prends ce qu'il y a à prendre et je vais faire ce que je trouve cool dans cette répétition, prendre des infos. Donc là, j'appelle Virgile, très sympa, et il me donne plein d'infos sur le matos qu'il fallait. Ouais. Et donc là, c'est un peu providentiel, parce que du coup, notre fameux Billon, Léo, il m'avait dit de prendre pas mal de coinceurs, etc., dont des numéros 5 ou peut-être un 6, je sais plus. Mais parce qu'il se souvenait plus trop, il était plus trop sûr, quoi. Et eux m'ont dit, bon, bah non, t'es pas obligé de prendre ci, t'es pas obligé de prendre ça, quoi. Et ça m'a fait un peu baisser le nombre de coinceurs. Quoique je te dis ça, mais en fait, quand j'y repense, Léo m'avait dit 2 jeux, et donc il y a que les gros que j'ai changés, c'est-à-dire que les 5 et 6, j'en ai pas pris. Mais par contre, Virgile m'a dit 3 jeux. Donc là, je suis parti avec 3 jeux. Et j'ai pas regretté. Donc finalement, c'était quand même important d'avoir cet appel de Virgile. Et puis, il m'a décrit les longueurs, etc. Toute la voie en général, leur ascension, là où il trouvait que c'était vraiment dangereux, enfin, risqué. Les bivouacs aussi, il m'a décrit les bivouacs. Donc ça a apporté vraiment un éclaircissement sur ces zones de bivouac. Parce qu'il faut aussi rappeler que le GMHM, eux, quand ils avaient fait la voie, ils avaient dormi dans des porte-à-ledge. Ouais. Et ces porte-à-ledge, donc ces plateformes suspendues que tu peux mettre n'importe où, ça t'autorise en fait à dormir où tu veux. Alors que quand tu es sans porte-à-ledge, tu es dépendant des terrasses, des marches qui sont présentes dans la paroi, mais typiquement pour base, tu as toute une section pendant laquelle il n'y a vraiment pas de vire. Et donc tu es obligé de faire ce coup de bourre là, de faire cette section d'une traite, quoi. Et donc ça m'a permis vraiment de valider notamment cette hypothèse, enfin en tout cas ce raisonnement-là. Mais il y avait toujours cette peur, cette crainte d'avoir une cordée ou des cordées au même moment que quand je m'y engageais. Mais ce qui devait arriver arriva. Et c'était un bouleversement que j'avais pas forcément non plus trop vu arriver à ce moment-là de l'année. Il y a un éboulement qui a lieu dans la face ouest des Drues. Et le truc cool, je sais pas, moi je l'ai vu comme un truc cool parce que quand je l'ai vu, ça m'a autant effrayé que ça m'a rendu presque un peu. Ça m'a rassuré, quoi. C'est qu'il y a Seb Montaz qui était au pied avec des clients et il filme la scène. Il filme la scène de l'éboulement. Et l'éboulement est vraiment impressionnant. Visuellement, tu as une sorte d'aérosol, de poussière rocheuse mélangée avec un peu de neige, etc., qui dévale du coup la face ouest. Et là, quand je vois ça, je me dis, voilà, ça me rassure autant que ça m'effraie. Parce que ça m'effraie, je me dis, bah putain, merde, j'ai envie de grimper, d'accord, mais j'ai envie de faire un beau solo, ok. Mais est-ce que j'ai envie de mourir sous un gravat rocheux pas ouf, quoi, tu vois. Et à la fin, ça me rassure, je me dis, bon, bah là, au moins, il n'y aura plus de cordée. Il n'y aura plus personne. Ils vont pas y aller. Ouais, il n'y aura plus personne, tu vois. Ils seront tous à tergiverser, à se dire, ben là, ça vaut plus le coup, quoi. Bénéfice-risque, niet, quoi. Et moi, la première chose qui me vient, c'est de me dire, j'abandonne pas l'idée. C'est-à-dire qu'il y a cet éboulement, tout le monde me dit genre désolé pour ton projet, etc. Et au fond, un peu, tu sais, je me frotte un peu les mains, et je me dis genre ah ça c'est cool parce que ça m'enlève une certaine pression parce qu'au moins les gens, tout le monde se dit qu'il y va pas. Et la pression dont on parlait au début, qui est inhérente au fait que les gens savent que tu veux y aller, ça disparaît un peu, ça se dissipe complètement même. Et puis au fond de moi, ouais, je sais du coup que ça va vraiment clairement évincer l'ensemble des hypothétiques cordées qui auraient été volontaires. Et ça me permet d'être plus seul, quoi, plus concentré au projet. Mais pour autant, je fais pas les choses de manière rock'n'roll, tu vois, toujours méthodique. Et donc là, j'appelle Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue. Je lui envoie un texto et je lui dis, bah écoute Ludo, je voulais aller faire la voie base qui est là. J'ai vu l'éboulement, j'imagine que tu es au courant, tu as dû être le premier sûrement même au courant. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux me faire un peu un état des lieux, quoi? Et là, il me répond quasiment du tac au tac. Et il me dit, bah écoute, pour moi, il n'y a pas plus d'instabilité post-éboulement par rapport à avant. Il dit, c'est pour moi des faibles volumes, quoi, tu vois. Mais c'est impressionnant, parce qu'effectivement, ça a éclaté, etc. Et qu'en hiver, dans une face ouest, etc., t'es quand même pas tant exposé que ça, quoi, à ce que ça se reproduise, tu vois. Donc je prends acte, je me dis, bon, bah là, ça confirme ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire que mon idée n'a pas forcément à être abandonnée, quoi. Et je me frotte encore plus les doigts, je me dis, bon voilà, c'est cool, c'est reparti, tu vois, on remet le projet sur les rails et ça, je suis content. Je suis content, mais j'ai un peu moins la pression, parce que voilà, je suis encore plus sous-marin qu'avant. Personne ne pense que je vais m'y engager.
il faut être complètement fou pour s'engager dans cette phase-là après cet éboulement. Donc au moins, tout le monde a le même raisonnement, tu vois. Moi, c'est facile pour moi, j'arrive à anticiper toutes les discussions des copains, et du coup, je sais pas trop quoi répondre d'ailleurs, parce qu'au fond de moi, je sais que je vais y aller, et en même temps, j'ai envie de le garder encore plus pour moi qu'avant. Tu noies un peu le du poisson. Du coup, je noie un quand peu, on je en dis, parle, ouais, oh, effectivement, je sais pas trop, c'est sûr qu'il était impressionnant cet éboulement, c'est vrai. Et tout. Et puis vraiment, à mon noyau proche, mes coachs, ma famille, etc. Mes parents, non d'ailleurs. Bah oui. Parce que là, mes parents, ils l'ont vu direct. Parce qu'en fait, ils savaient que je voulais faire ça, quoi. Eux, ils étaient dans la boucle. Et là, quand ils voient cet éboulement, bah moi, je vais pas leur dire une semaine plus tard, tu vois, je vais là-dedans, quoi. Et donc me vient cette, voilà, en moi, cette confirmation. Après l'appel de Ludo, après avoir réfléchi aussi, juste personnellement, quoi. Moi-même avec moi-même, de savoir si j'étais prêt à me mettre sous cette épée Damoclès, qui s'était vraiment manifestée là, visuellement et concrètement. On voyait enfin le danger, quoi. Il y avait une vidéo qui montrait que ben voilà, les pierres pouvaient tomber dans cette face-là. Et tant que tu l'as pas réellement vu, c'est vrai que tu peux avoir une forme de déni. Parce que moi, je le savais que c'était instable avant. Peut-être que les jeunes qui l'ont fait à Noël, je pense qu'ils étaient un peu au courant aussi de l'instabilité. Mais ils n'étaient pas, si tu veux, en possession d'un phénomène récent, ce choc visuel que tu peux avoir quand tu vois le danger s'écrouler comme ça à court terme, quoi, à court terme dans le sens récemment, quoi. Et moi, je le vois bien, que c'est comme quand on allait au Glacier Blanc, au Dôme des Écrins, par exemple, avec des clients. Je leur expliquais les dangers qui étaient présents dans cette montée. Je leur disais, bah voilà, il y a des séracs, il y a des chutes de blocs de glace potentielles pendant notre ascension. On peut mourir. Est-ce que vous acceptez d'y aller? Tu vois, alors je leur disais un peu plus nuancé, évidemment, mais c'était là, sinon c'est un peu brutal. Ambiance. Mais tu vois, on prenait l'apéritif avant de manger, et puis moi, c'était presque une obligation professionnelle que de leur présenter les dangers. Sinon, ils me l'auraient reproché, ils m'auraient dit, mais nous, on voulait juste faire une rando glaciaire. Non, il y a un risque de... Ouais, il y a quand même un risque de mourir. Et moi, j'ai jamais eu de mal quand même de parler de ça. Enfin, avec moi-même déjà, parce que je trouve que c'est hyper important de conscientiser les choses. Oui. Tu vas te dire, bah voilà, tu vas faire du ski de rando, c'est pareil. T'as un risque de mourir, réellement, quoi. Tu prends ta voiture, c'est pareil, tu peux avoir un accident, quelqu'un peut te foncer dedans. Mais les loisirs, il y a un peu un déni, tu vois, de tout le monde quand tu dis, au départ d'un parking pour aller faire de la rando, est-ce que vous êtes prêt à vous faire prendre une avalanche, mais est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous avez conscientisé le fait que c'était quand même dangereux et qu'il y avait une prise de risque assez importante? Ben non, on n'en parle pas, quoi. Et nous, les humains, tant qu'effectivement on n'a pas vraiment senti le danger, on a du mal à se projeter, quoi. Moi, là, pour base, au moins, c'était clair et net. Hein. Il y avait un gros éboulement, vidéo de ces montages, réseaux sociaux, boum, tu pouvais le revoir en boucle si tu voulais. Là, en termes de projection, il y avait, tu vois, il n'y a plus d'excuses, quoi. Projet validé, Ludo Ravanel me dit que c'est pas plus risqué maintenant qu'avant, on continue, l'entraînement avec Bastien continue, on arrive au 1er février, la pression commence à monter, je commence à effectivement être un peu plus à l'affût des créneaux météo, et à cette occasion, je décide d'engager la personne avec laquelle j'aime bien travailler quand on part en expédition à l'autre bout du monde, pour la météo, qui s'appelle Yann Geisendanner, et qu'on emploie très peu dans les Alpes, parce que c'est vrai qu'on a des modèles météo qui sont extrêmement modernisés et qui sont plutôt fiables maintenant, et donc on a une certaine autonomie sur l'aspect météorologique et cette préparation-là. Mais en fait, avec Yann, je trouve ça assez sympa, le rapport qui se crée, la relation qui se crée dans ce genre de projet dans les Alpes. Et je l'avais déjà expérimenté avec lui pendant la trilogie avec Seb et Léo en 2022. Et même si on sentait qu'au fond, on pouvait être un peu autonome avec ce qu'on avait, tu vois, les outils. Mais il y avait cette relation-là, ce partage, au fond, aussi, qui me plaisait. Et puis Yann, en plus, c'est quelqu'un qui, à l'époque, si tu veux, il travaillait avec Christophe Profit, il travaillait avec Escoffier, enfin, tu sais, tous les anciens. Donc il y a quand même, je trouve, ce lien un peu historique aussi entre les générations, qui, moi, me parle vachement. On en revient souvent à cette symbolique mais carrément. Et de toute l'histoire qu'il y a derrière à chaque ascension. À l'époque, il faut quand même se rappeler, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc, pour avoir la météo, il passait voir Yann en direct. Ouais. Ou alors, quand il y avait les téléphones tu vois, publics, il l'appelait, quoi. Mais c'est quand même pas la même démarche. La sensation que j'ai ressentie dans ce projet-là, c'est que je l'ai ressenti un peu comme une expédition. Tu vois. C'est-à-dire que c'était dans les Alpes,
ça ressemblait un peu à la trilogie qu'on avait fait avec Sabello en 2022, les grandes Fast Nord des Alpes, mais du coup seul. Et en 2022, c'était vraiment ça, on avait vraiment une impression d'expédition où on revenait des Joras, où on revenait, le premier c'était Liger, on revenait de Liger, et on attendait le créneau météo pour aller faire le Cervin, puis pour aller faire les Joras, etc. Et il y avait vraiment une immersion, si tu veux, dans un massif que d'habitude, ben, on considère pas comme expéditionnaire, quoi, enfin comme aspect expéditionnaire, mais par contre, moi, là, pour le coup, que ce soit en 2022 ou cette année, j'ai vraiment ressenti ça, où en fait, tu passes tellement tout ton temps à ça, tous les jours, t'es comme au camp de base, voilà, moi j'avais chez moi, là, chez mes parents, je mangeais, j'allais m'entraîner, le bulletin météo, j'appelais Yann, tu vois, c'était comme au camp de base du K2, mais juste un endroit différent, à la maison, quoi, ouais, c'est ça. Et ça m'a vachement plu. Et je pense que la relation avec Yann y a joué, et la relation avec cette montagne aussi. Et ça a été au tout début février que Yann me dit écoute, je vois un anticyclone mi-février, 20 février. Donc déjà, ça me donnait un peu de tendance, et ça me permettait avec Bastien de pouvoir travailler, parce que pareil, l'entraînement, c'est pas facile, tu vois, de programmer. Un entraîneur, normalement, il a l'habitude d'avoir un délai très précis, c'est dimanche à 14h qu'a lieu la compétition. Et donc il sait qu'il va pouvoir construire son entraînement autour de cette échéance-là. Un rétro-planning, quoi. Ouais, c'est ça, pour être prêt en fait, pour que ton corps qu'il ait fait suffisamment de force, mais aussi suffisamment de repos pour être prêt le jour J. Et là, du coup, à chaque fois, il me demandait, Bastien, quand est-ce que tu penses être prêt? Enfin, y aller, quoi, tu vois. Et moi, je lui disais, je sais pas. Et chaque fois, c'est la même chose. Mes partenaires, ils me demandent pareil. Ils me disent, mais alors, tu penses être prêt quand? Enfin, y aller quand, Audru? Je leur dis, quand la météo sera bonne, mais du coup, je peux pas vous répondre, je sais pas. Et c'est humain de vouloir une date. Mais nous, le cœur de l'alpinisme, c'est l'incertitude. Mais l'incertitude aussi bien sur le terrain, dans les longueurs, tu sais pas où aller, tu sais pas si le rocher va être bon, tu sais pas quel type de protection tu vas placer, mais aussi avant d'y aller. Et c'est du météo-terrain dépendant, quoi. Ouais. On est vraiment météo dépendant, et c'est comme les marins peut-être en mer, je sais pas trop, mais j'imagine, tu vois, on est lié à l'environnement. Mais jusqu'au bout, et ça apporte beaucoup d'incertitude et de stress, parce que on ne sait tellement jamais pas quand est-ce qu'on va y aller, que parfois même on sait même plus vraiment quand lâcher du lest, en fait, mentalement. Tu vois, en termes de jus, de tension nerveuse, quoi. Parce qu'il faut être prêt, tu vois, et donc il faut quand même se saisir à un moment donné, et en même temps, il faut être aussi relâché quand tu n'y vas pas, mais tu sais tellement pas si c'est peut-être dans 3 jours que du coup, t'es toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Et avec le temps, quand même, ça, je trouve que tu arrives à mieux vivre avec, quand même. Avec les années d'expérience, et d'avoir un peu de lâcher-prise. Et donc, il y a eu ce mois de février où je sens la tension, ce 1er février qui passe, la tension qui augmente, et moi qui suis, comment dire, ouais, j'ai fait quasiment tout ce que je pouvais, mais il y a des choses qui me manquent encore. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est jamais prêt. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. J'ai l'impression de jamais être prêt. Mais maintenant, en fait, je suis préparé à ne pas être prêt. Donc, il y a un moment donné, arrête. Et en fait, je suis en discussion avec moi-même souvent à me dire, là, stop, t'arrêtes tes conneries, et puis fais-toi confiance, quoi. Ça va le faire. Mais j'ai quand même souvent besoin qu'il y ait d'autres personnes qui soient là aussi pour appuyer cette version-là, quoi. Donc c'est pas encore tout réussi, mais ça progresse, voilà, ça progresse. Cette manière de voir les choses, elle est assez parlante quand le premier créneau arrive. Il y a un premier créneau de grand beau temps qui arrive, où là, boum, ça se met en route dans ma tête, je me dis genre, là c'est là, quoi. Et là, ça fait bizarre, tu sais, quand tu te dis... Donc avec Bastien, je lui fais le partage de ce créneau, donc on adapte l'entraînement en fonction de ce créneau, donc il y a une petite période de repos, et en fait, au fur et à mesure que le créneau arrive, on se rend compte qu'il est de moins en moins long qu'espéré. Et moi, ce qui fait la particularité de mon projet, c'est que c'est très long. C'est que c'est pas juste 1 ou 2 jours, ou 3, comme on a pu faire avec Léo l'année dernière sur Dru 3 de Joras. Là, il faut 5 jours d'ascension, plus 1 jour au cas où, de marche, quoi, pour éviter de prendre la tempête au sommet. Si t'es fatigué, bon, X raison. Et il faut aussi
1 jour d'approche. Et avant de faire cette approche, eh bien, il faut qu'il y ait eu une certaine stabilisation du manteau neigeux pour pas y aller dans un risque trop élevé en termes d'avalanche. Donc tout ça, ça fait qu'à la fin, il faut presque, pas 10 jours, mais il faut Quasi. au moins 7 jours, quoi. Minimum 1 semaine de beau temps, quoi. Et ça, 1 semaine de beau temps, ben, ça arrive. Des fois, on a vu même 20 jours, hein, mais c'est pas tous les ans. Il y a même des hivers où des fois, t'as pas plus de 3 jours de grand beau temps sans vent, etc. C'est ambitieux, quoi, voilà, comme créneau météo. Et puis, en montagne, il y a aussi la notion du vent. Et là, le vent, ben, c'est pareil, il faut pas qu'il y ait de fun, il faut pas qu'il y ait trop d'intensité à 3005. Bon, bref, c'est un casse-tête. Et à la fin, ce premier créneau qui arrive, on se rend compte qu'en fait, il fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais que le vendredi, il fait pourri. Donc là, il y a un moment donné, juste avant de partir, où je dis à tout le monde, stop. Et faux départ, tu vois. Donc Yann me dit, je le vois pas, je le sens pas. Alors, quand Yann dit je le sens pas, faut vraiment pas y aller. Parce que je vais pas dire qu'il est optimiste, mais en tout cas, ouais, il y a eu plusieurs fois où il nous a dit d'y aller et il y avait quand même du vent, ou tu vois, c'était quand même un peu dur. Mais effectivement, la plupart du temps, ça marche quand il dit que ça marche. Et quand il dit que ça marche pas, ça m'a fait grandement penser notamment au K2, la première fois que j'ai essayé le K2. C'était le 28 juillet 2022. Et là, il m'avait dit, n'y va pas, attends le lendemain. Et moi, j'en avais marre, et puis j'avais envie d'y aller. Et puis, il y avait aussi un contexte où il y avait plein d'alpinistes là-haut sur la montagne, et des copains, et que je voulais les rejoindre, tu vois, pour pas être tout seul, le 29. Et effectivement, le 28, c'était pourri. Il avait raison. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, allez, même s'il s'est trompé plein de fois, et c'est normal, Je l'écoute. là, sur les drues, je l'écoute. Et donc, j'ai pas pris ce créneau-là, mais le 6 février, justement, j'ai profité de ce créneau-là pour aller déposer du matériel. Et ça, pour moi, en fait, c'était une étape extrêmement intéressante dans la construction du projet en général. Et je l'ai pris vraiment comme tel. Je me suis dit, ben là, il faut que tu fonces dessus. Plutôt que de rien faire, tu vois, à ce créneau-là. Au moins, approche-toi de la bête. Approche-toi du mur, va voir. Imprègne-toi un petit peu des lieux. Peut-être que tu vas ressentir quelque chose, tu vois. Et puis, tout simplement, logistiquement parlant, tu vas amener du matériel au pied. Et tu vas quand même te décharger d'un nombre conséquent de kilos. Et ce qui est très bien aussi là-dedans, c'est que les alpinistes, les copains alpinistes vont se reconnaître quand je vais dire ça, c'est que préparer un sac, ça prend des plombes. Ça prend des plombes, d'autant plus quand c'est 5 jours d'ascension, quoi. Donc il faut pacter la nourriture, il faut bien... moi en plus, j'enlève la nourriture des sachets lyophilisés, parce que chaque sachet est quand même assez lourd, souvent 15 grammes, et moi je suis au gramme près. Oui, Parce que vu que je suis tout seul, déjà il faut que je porte à l'approche, et puis après il faut que je hisse. Donc moi, si je peux essayer de gratter des grammes ici ou là, donc j'enlève ces sachets de lyophilisés qui font 15 grammes, et puis je les remplace, ou je mutualise, si tu veux, dans un sachet de Ziploc, qui souvent est beaucoup plus léger, quoi. Donc à la fin, je gagne peut-être 200 grammes, voilà. Et bon, ça, il faut tout préparer, c'est tout bête, mais il faut réfléchir à combien de grammes tu prends, combien de grammes de barres de céréales, combien de grammes le soir de purée, de soupe, de petit-déj, il faut rien oublier. Faut tout réfléchir au gaz, commander le gaz, parce qu'il faut une version hiver, faut préparer aussi ton matériel, donc le sac de hissage, comment tu le mets en place, enfin, c'est tout un casse-tête, et à chaque fois, à la fin, tu te retrouves avec une tonne de choses à faire que tu n'avais pas forcément imaginé avant, quoi. Ouais. Parce que tu t'es dit genre, oh non, mais ça va, je vais piocher dans mes tiroirs et tout est prêt, quoi. Non. ça demande pas mal de temps, quoi. C'est des jours entiers, hein, souvent, hein. Ça, c'est la base, hein. Mais plus aussi, du coup, ça va te permettre d'être efficace sur le terrain, quoi, tu vois. Et là, du coup, je pars avec un sac qui fait 23 kilos. Ouais. Donc, qui est quand même assez lourd, avec ma grosse patate, là, de hissage. Et dedans, j'ai du gaz, j'ai des vêtements, j'ai mon duvet, j'ai mon réchaud, j'ai de la bouffe. J'ai toutes les barres de céréales, il y en a plein, il y en a, je sais plus, il y en a 5 par jour, tu vois. Pour 5 jours, donc il y en a 25. Plus du rab au cas où. Et tout mon matos, donc j'ai 2 cordes. Une corde de 60 mètres d'attache, avec laquelle je m'encorde et je m'assure. Et une corde de hissage, qui est plus fine. Je pars là-dedans, donc je descends le couloir des poubelles. Enfin, alors déjà, je prends la remontée mécanique, qui va jusqu'au haut du télésiège de Beauchard. Enfin, la télécabine de Beauchard. Descends le couloir des poubelles, je traverse sur la trace, jusqu'à arriver sous ce qu'on appelle le rognon des drues. Et là, j'arrive sous la face des drues. Et mon plan, c'était de remonter le couloir qui fait 200 mètres, qui donne accès en fait aux premières longueurs de rochers. Et de déposer ce sac-là. Alors, bon, dans l'éthique de l'alpinisme, c'est vrai que c'est un petit peu... tu vois, tu commences la voie avant de l'avoir commencé, quoi.
Mais c'est pour ça que je préfère le dire en toute honnêteté. Oui, j'ai déposé un sac de 23 kilos au pied des difficultés, je sais plus combien de temps avant, 10 jours avant, un truc comme ça, quoi. Et pour moi, c'était psychologique et logistique. Mais c'était avant tout psychologique, je pense. Alors j'aurais pu laisser le sac au pied et puis faire l'aller-retour au couloir juste pour l'aspect psychologique, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant monter le sac, c'était d'une pierre deux coups. Mais j'ai regardé, j'ai levé la tête, et au-dessus de moi, du coup, il y avait ce grand mur qui caractérise la face ouest, et puis on voit plein de longueurs qui sont très très visuellement parlantes, en tout cas facilement reconnaissables, de la voie base. Et là, oui, c'était important. Enfin, j'ai senti qu'il y avait un rapprochement qui se faisait, j'ai senti qu'il y avait un déclic qui s'opérait en moi, et j'ai senti que j'étais impressionné par la raideur, mais que tout le travail que j'avais effectué avant, donc mentalement, de m'imaginer dans cette face depuis pas mal d'années, en entraînement, de m'être entraîné depuis pas mal de mois, l'année dernière d'avoir échoué, et puis finalement cette année d'être revenu avec une méthode un peu plus chiadée, et puis aussi d'avoir fait de la vraie projection avec mon préparateur mental, et ça m'a aidé à me dire, tu peux le faire, c'est ton projet, tu vas essayer. Donc j'étais pas face à une inconnue, tu vois, j'étais face à quelque chose que j'avais intégré en moi, quoi, assimilé. Et c'était important de me rendre compte de ça pour après revenir en étant, tu vois, à fond, quoi. Et ça, j'ai répondu à une bonne question, et je suis redescendu en vallée en étant, avec le smile encore aussi, pareil, ouais, trop content, quoi. Et donc après, au final, j'ai fait quelques séances pour vraiment enrichir encore un peu mon vocabulaire de gestuel, d'auto-assurage, et puis aussi me remettre en confiance sur le dry tooling, en faisant des secteurs que je connaissais pas, et en me faisant défoncer au début, la première séance, puis la deuxième séance, tu vois, je me rendais compte finalement ça allait bien, mais c'est juste une question de s'habituer au rocher. C'est un secteur qui avait à Fressinière qui s'appelle le Bec de l'As, équipé par Jonathan Joly. Et donc tout ça pour dire que j'ai fait les dernières semaines, heureusement que c'était pas le 1er février, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les 20 premiers jours de février, finalement, ils ont été très importants, quoi. Il y a des ajustements. Il y a eu des petits ajustements de dernière minute, et ça s'est bien goupillé, quoi. Ça s'est bien goupillé, où en fait j'ai fait des petits ajustements qui n'étaient pas si petits, dans ce qui représentait pour moi et pour l'ascension. Et j'en ai eu vraiment, je pense, besoin pour me sentir vraiment en confiance dans l'idée d'y aller. Donc là, repos. En fait, non, on s'était dit que c'était fin février. Yann Gezendener m'a dit écoute, je vois un créneau fin février. Donc il y avait peut-être l'idée que d'une part, ça se passe pas vraiment au plein cœur de l'hiver. Peut-être que ça allait être début mars. Et ça, pour moi, c'était pas très grave, mais c'était juste un petit élément qui faisait que j'aurais pu être un peu moins fier de moi. Mais par contre, une semaine avant, les modèles météo semblent bons, et Yann Gezendener me confirme de plus en plus qu'il y a un anticyclone qui arrive de nouveau, et qu'il va falloir être prêt, quoi. Donc là, avec Bastien, de nouveau, on réorganise les choses en coaching escalade, et ce qu'il avait prévu sur 3 semaines, parce qu'il pensait que c'était fin février, on le réorganise, et on fait en sorte que je sois reposé la deuxième semaine après la dépose. Voilà. Et donc, cette semaine-là, je fais de nouveau des réajustements sur le matériel, parce qu'évidemment, je vais devoir reprendre un sac quand même, où j'ai pas mal d'autres matériels, des choses que j'ai pas emmenées la fois d'avant. Et puis, il faut que j'emmène le bivouac qui va me permettre de dormir au pied de la face, puisque mon duvet est au haut du couloir, enfin tout ça, qui fait que voilà, il faut que je sois quand même prêt aussi. Et à un moment donné, le créneau vraiment se confirme, et là, je sais que c'est le moment, quoi. Mi-février, l'hiver bat son plein à Chamonix. Dans les rues, on entend des accents du monde entier. Les skieurs profitent des dernières chutes de neige et prolongent la fête aux lueurs de la ville. Les refuges, eux, hibernent en attendant le retour du printemps. Pendant ce temps-là, Benjamin avance à pas feutrés vers son projet de solo. Le récit de l'ascension se poursuit en deuxième partie.